Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Notre première invitée ce soir porte un patronyme qui semble sortir d'un roman d'Alexandre Dumas, Célia de La Varenne. Anciennement chargée de mission à l'ONU, elle témoigne de la face sombre onusienne dans un bouquin qui se lit absolument comme un thriller. L'actualité, c'est l'évacuation depuis l'aube de la jungle de Calais sous triple surveillance, forces de l'ordre, médias et activistes no border. Entre 6 et 8 000 personnes censées être déménagées et réparties dans toute la France en une semaine. Ce bidonville géant de Calais existe depuis 20 ans. Les associations alertent sur le fait que les migrants continueront d'affluer, rêvant toujours de l'Angleterre. Est-ce vraiment la fin de la jungle de Calais? Nous en débattrons. Et puis dans la troisième partie de l'émission, Monsieur Mauduit évoquera les irréductibles wallons qui osent dire c'est assez au CETA avec le Canada. Et Madame Laurin nous racontera pourquoi le législateur britannique se repent, mais bien tard, d'avoir tant brimé les homosexuels de sa très gracieuse. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume Roquette, qui a l'avantage un lundi. Et bonsoir Célia de La Varenne. Mais bonsoir. Mais doit-on vous appeler Robert? Je vous en prie, faites. Comment allez-vous Robert? Et qui Robert. a eu cette idée invraisemblable de vous surnommer, pour vous célébrer d'ailleurs, Robert, lors de vos Le missions? général Rideau, Oui. Où ça? au Cambodge. Pourquoi qui était Robert? Le patron. Je ne sais pas. Ah si, je sais, c'est parce qu'il était toujours en train de râler. Et un jour où j'avais vraiment besoin de lui poser une question, je suis arrivée, il tempêtait, il éruptait, enfin bon. Et je lui ai posé un billet de 50 riels, c'est-à-dire $1 ou peut-être 2, je ne sais pas, sur le bureau. Du coup, sa logorée verbale s'est arrêtée net et il m'a dit « C'est quoi ce truc-là ?» Ah, vous le Et je savez lui ai bien. dit « Général, c'est pour que vous alliez tirer un coup, ça vous fera du bien. » Oh, bah écoutez. Et il a levé Et il la a dit, tête. bonne idée, Non, Robert. Il m'a regardé Ouais. et je me suis dit, mais non, c'est horrible ce que je viens de dire, il va me virer. C'était quand même le patron des légionnaires. Et tout le monde le craignait. Il a éclaté de rire et il a dit, franchement, vous êtes des nôtres, je vais vous C'est appeler ça. Robert. Voilà, Robert, vous êtes un peu sexiste, Robert, c'est épatant. Bon, formidable. Célia de La Varenne, on vous retrouve pour parler avec vous des étoiles qui avaient déserté le ciel. Ce récit où vous revenez sur vos missions pour l'ONU et votre désenchantement quant à l'ONU et notamment au casque bleu et à sa conception des droits de l'homme. Mais d'abord, votre empreinte digitale réalisée par Marc-Antoine de Porrette. En tapant Célia de La Varenne sur Internet, on découvre votre association Stop Trafficking of People, halte au trafic de personnes, dont le bureau exécutif comprend la cantatrice Jessie Norman, mais aussi l'ancienne présentatrice météo de France 3, Florence Klein. Avant d'en arriver là, vous avez connu plusieurs vies. La première, bourgeoise, facile, bien rangée, avec un mari et des enfants. Au début des années 90, le suicide d'une de vos amies provoque un déclic, vous plaquez tout. Direction New York où vous devenez journaliste pour Jeune Afrique et Radio France Internationale. Au fil des reportages, vous vous rapprochez de responsables onusiens. Parmi eux, Kofi Annan, le secrétaire général de l'époque, vous pousse à partir en mission. Afrique du Sud, Cambodge, Bosnie, où devenu chef de l'unité de lutte contre le trafic d'êtres humains, vous faites fermer 152 bars et sauver 256 mineurs forcés de se prostituer. Au Libéria, on vous surnomme Blonde Beach, la garce blonde, une réputation d'emmerdeuse capable de tirer sur son propre camp. Lorsque vous découvrez que certains profitent de leurs mandats onusiens pour violer des fillettes, ce qu'ils appellent avec beaucoup d'élégance leurs droits de l'homme. Vous balancez tout dans un livre, Visa pour l'enfer, mais votre éditeur vous oblige à modifier les noms des personnes incriminées. Ces derniers devaient d'ailleurs apparaître dans la version anglaise que l'on attend toujours. Vous avez depuis créé votre propre ONG pour libérer les victimes des réseaux de prostitution. Sur Twitter, vous relayez les spots publicitaires glaçants de votre organisation. I'm forced to be a prostitute. I'm beaten, drugged, and raped every night. They told me I was going to be a waitress. Pour vous, l'Organisation des Nations Unies a perdu en crédibilité et en efficacité. Pensez-vous, Célia de La Varenne, que le futur secrétaire général Antonio Guterres redorera son blason? Je crois que vous êtes assez favorable à la nomination de Gutiérrez. Favorable, c'est un mot qui est faible. Je suis... D'abord, c'est un homme digne. C'est un homme qui a vraiment fait de l'humanitaire et qui n'a jamais pratiqué la langue de bois. Il s'est battu pour les migrants. Il est vraiment intervenu sur beaucoup de terrains. La seule chose, je suis ravie, c'est même pas... Je suis extatique, on va dire. Ouais. La seule chose qui m'ennuie, c'est qu'il va devoir rendre des comptes à 193 pays.
dont les 5 membres permanents du Conseil. Qui ne pensent qu'à eux, comme vous dites, et qui ne pensent pas à l'intérêt général. Ouais. Alors... on peut remonter en 92, oui. parce que 92, ça correspond à votre arrivée à Phnom Penh, au Cambodge, capitale du Cambodge, qui est dans un état de déliquescence absolue, après les Khmers rouges, et après que les Khmers rouges soient toujours là et tentent de garder la mainmise sur le pays. Après le Vietnam. Et vous découvrez ce que veut dire faire une mission pour l'ONU, et vous découvrez ce que veut dire que travailler avec des casques bleus pour lesquels l'ONU, c'est le Club Med. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ONU, c'est le Club Med? Alors le Club Med, ce n'était pas vraiment pour les militaires. Quand je dis Club Med, je parle pour les gens comme moi, par exemple, qui étaient venus en mission. Moi, je dois dire que j'étais naïve, c'était ma première mission, et je pensais vraiment, je ne sais pas, j'imaginais qu'on allait dans un pays, qu'on aidait les gens du pays. Et je me rendais compte que la plupart... Pas tout le monde, il y avait des gens extraordinaires, mais que la plupart étaient venus parce que le voyage était gratuit, parce que le salaire était versé sur leur compte en banque. La plupart des ONG, la plupart des membres des ONG? Non, des membres de l'ONU. Des membres de l'ONU? Les membres des ONG, je ne les voyais pas. Ouais. Mais ce que vous dites est bien pire que de profiter de la situation. Parce que dans votre livre, vous décrivez des exactions, des viols, des pillages. Est-ce que c'est un système organisé ou est-ce que ce sont des dérives limitées des contingents de l'ONU? Alors, je dirais qu'au début, je pensais que c'était des dérives, effectivement limitées. Et au fil des missions, je me suis dit que c'était organisé. C'est-à-dire que le fait que ces gens-là, d'ailleurs je le dis dans mon premier livre, je découvre qu'à l'ONU, on viole, on pille, on tue et on a une promotion. Ces gens-là sont protégés par l'immunité diplomatique. Ce qui fait que finalement, quoi qu'ils fassent, ils ne seront jamais punis. Tout au juste, les enlève-t-on d'une mission pour les envoyer sur une autre. Et ces gens-là, ce sont des civils ou ce sont des militaires de contingents nationaux qui sont enrôlés sous les casques bleus? Vous parlez de militaires indiens qui, au Cambodge, avaient violé des enfants. Il y a des militaires, il y a des civils. Quand il s'agit d'abuser des gens qui sont beaucoup plus faibles, vous savez, être militaire, civil, ça n'a pas d'importance. Vous pourriez quantifier ces brebis galeuses? Non. À votre avis, c'est 1, 5, 10% des effectifs de l'ONU? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et systématiquement couvertes. Vous racontez au fil de vos missions, que ce soit au Cambodge, au Libéria, partout, vous avez des supérieurs qui les couvrent, qui se défilent, qui sont des couards et surtout qui veulent protéger leurs arrières et qui ne veulent pas faire remonter l'information, donc qui sont complices. Alors en Bosnie et au Libéria, je ne dirais pas ça, parce qu'il y avait Jacques-Paul Klein. Oui. Et qui, lui, n'hésitait pas. C'est lui qui m'a fait venir, et lui n'hésitait pas à faire remonter l'information. Mais la plupart du temps, l'information était stockée. C'est ça, elle était bloquée. À New York. Et ne parvenait jamais, il n'y avait jamais de punition, tout juste... Cette fameuse immunité diplomatique, et on transférait la personne. Nadia, alors l'ONU, le machin, comme disait l'autre, n'aime pas les lanceurs d'alerte. Oui, ce sont les lanceurs d'alerte de l'ONU qui sont punis. On a effectivement des hommes et des femmes qui ont dénoncé des abus et qui ont été sanctionnés pour ça. Il y a plusieurs cas. Fin des années 90, André Sirois, c'est un traducteur auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il dénonce des faits de corruption. Il est presque immédiatement licencié. Caroline Hunt-Mates, dont je prononce très mal le nom, elle a dénoncé le viol d'un réfugié au Sri Lanka par un membre du HCR. Même punition, elle est évincée. James Wasserstrom, responsable anticorruption, il dénonce également des faits de corruption. Lui, il est poursuivi pour mauvaise conduite, arrêté et harcelé pendant des années. Et ce qu'on ne comprend pas bien, c'est qu'il y a un bureau de déontologie à l'ONU qui est censé protéger, accompagner ce genre de personnes. Ils ne font pas bien leur boulot ? C'est un faux-né, Si je pouvais avoir un fou rire, j'aurais un fou rire. Vraiment. Je suis allée les voir parce que je faisais un papier sur les lanceurs d'alerte pour Mediapart. Et je suis sortie encore plus embrouillée quand j'étais arrivée. C'est une imposture, ce bureau ? Je crois qu'ils ne font rien, vraiment. C'est-à-dire qu'ils me disaient que... Parce que je leur disais, mais vous ne protégez pas, alors ça veut dire quoi ? Ben oui, mais vous comprenez, il faut qu'ils nous prouvent qu'ils sont harcelés. Non, mais franchement, c'est ridicule. En fait, l'ONU, c'est un peu, comme vous savez, ces anciennes familles nobles où on ne parle pas. On couvre le gros vilain secret. Exactement. C'est ça ? Et quand il y en a un qui crache dans la soupe, alors là, c'est
Comme vous faites. Vous êtes sur la liste noire de l'ONU? Oui, donc comme j'y suis, c'est pas grave. Oui, tant mieux. Donc maintenant, vous pouvez y aller. Maintenant, c'est un Et privilège. cette liste noire, il y a beaucoup de gens sur cette liste noire? Des gens comme vous, des journalistes, des gens qui ont travaillé à l'ONU? Je ne l'ai jamais vue. Mais c'est Kofi Annan qui m'en avait parlé. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent craindre, ces gens qui sont sur cette liste? Moi, par exemple, je ne pouvais plus repartir en mission. Oui. Les autres, je ne sais pas. Puisque je n'ai pas vu la liste, je ne sais pas qui est sur cette liste, mais j'aimerais bien la voir parce que je suis sûre qu'il y a des gens comme moi, par exemple, qui n'ont rien fait. Célia de la Varenne, surnommée Robert pour sa pugnacité, son courage, le courage avant la prudence, disait-vous le fameux général Rideau. Voilà, les étoiles avaient déserté le ciel, une plongée dans les eaux plus que troubles de l'ONU à la faveur de vos souvenirs quant à vos missions qui ont été effectuées pendant au moins 15 ans. Merci d'être venue dans 28 minutes, Célia de la Varenne. Merci. Et on passe au débat sur l'après-jungle de Calais, alors que l'évacuation de quelques 7000 hommes, femmes et enfants qui peuplent le camp a commencé à l'aube. Est-ce vraiment la fin du plus grand bidonville d'Europe? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Dès 6 heures ce matin, une longue file d'attente, des sacs et des valises. Parmi ces migrants, beaucoup de Soudanais pressés de quitter la jungle de Calais pour un centre d'accueil. Pour mieux les répartir sur l'ensemble de la France, chaque migrant a eu le choix entre 2 destinations. On leur remet le bracelet qui correspond à la région choisie. Pour l'instant, c'est Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes-Auvergne. Vers 9 heures, un premier autocar a quitté la jungle. C'est les premières 50 personnes qui sont mises à l'abri, qui vont rejoindre la région Bourgogne. Voilà, donc c'est un moment important. Rien qu'aujourd'hui, plus de 2000 personnes devaient être évacuées vers des CAO, des centres d'accueil et d'orientation. Les évacuations doivent se poursuivre dans les 2 prochains jours pour les adultes et les familles. Les mineurs isolés sont pris en charge à part. Mais les associations présentes dans la jungle s'inquiètent. Tous les migrants n'ont pas renoncé à leur rêve d'Angleterre. On peut penser qu'à peu près la moitié, peut-être un peu moins, partiront volontiers. Pour les autres, ils partiront un peu sous la contrainte dans les bus, ou bien ils vont quitter, comme déjà ont commencé à le faire beaucoup de personnes. Plus de 2000 personnes sont parties dans les dernières semaines, sur Paris ou ailleurs. Il y a aussi ceux qui ne comptent pas partir, comme ce jeune Soudanais. Je ne veux pas aller ailleurs. Je veux rester ici dans la jungle, quoi qu'il arrive. Un important dispositif policier a été déployé. Le ministère de l'Intérieur craint des affrontements avec quelques 150 militants pour l'abolition des frontières. Des no-borders déterminés à empêcher le démantèlement du plus grand bidonville d'Europe. En rasant la jungle, les autorités françaises vont-elles sortir Calais d'une impasse migratoire qui dure depuis 20 ans? Où la ville restera-t-elle un point de chute pour les exilés? Violaine Carrère, bonsoir. Vous êtes chargée d'études au groupe d'information et de soutien des immigrés, le GISTI. Vous êtes membre également du réseau Migre Europe et vous considérez que ce n'est pas choquant que des personnes rassemblées dans une petite ville soient réparties dans toute la France. Enfin, rassemblées, la petite ville en question étant la jungle de Calais. Je reprends vos termes. Le problème est qu'on ne les consulte jamais pour savoir ce que pensent ces personnes, ces migrants, donc ce qu'ils pensent ou ce qu'ils désirent. À côté de vous, Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes fondateur d'Atlantico. Selon vous, évacuer la jungle ne réglera rien sur le long terme. Il n'y a pas tellement d'autres solutions, d'abord pour éviter que de nouveaux migrants arrivent, que de renforcer les contrôles aux frontières et de leur faire comprendre qu'il n'y a en France pas de place pour eux. Et enfin, Shoshana Fine, bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des migrations, des flux migratoires à l'échelle de l'Europe. Selon vous, la France a parfaitement les moyens d'accueillir 12 000 migrants d'une manière digne. C'est d'ailleurs très peu par rapport à d'autres pays. Nadia, on démarre avec une question d'un de nos spectateurs. Un téléspectateur qui demande si les migrants ne vont pas finir par se rassembler ailleurs, si leur vœu le plus cher est d'aller en Grande-Bretagne. Violaine Carrère, est-ce qu'on sait ce qu'a prévu le gouvernement pour empêcher les migrants de revenir dans la jungle ou à proximité? Une présence policière, qu'est-ce qui est prévu? C'est clair que ce qui est annoncé, en tout cas, c'est que ce sera la fin du bidonville à Calais. La fin, elle nous avait été promise par Sarkozy en 2003, par Besson en 2009, etc., etc. Donc, je pense que ça ne sera pas plus la fin que les autres fois. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. On peut imaginer que, là, pour l'instant, il y a des forces de police en abondance
sur place et elles vont rester là, évidemment, pendant toute la semaine qui est prévue pour le départ des personnes par les cars dans les différents CAO du territoire, les centres d'accueil et d'orientation. On va en parler. On va en parler du territoire. Mais après, combien de temps est-ce que l'État pourra mobiliser des forces de police en nombre suffisant pour empêcher que quelqu'un vienne se réinstaller comme pendant des décennies se sont installés des gens c'est tout une autour de inconnue. Calais, on ne le sait pas. Donc c'est une inconnue et on va revenir sur ces CAO, ces centres d'accueil et d'orientation. Et vous avez un chiffre, cher Guillaume, Le chiffre du c'est jour. Leur nombre. 287 centres qui vont héberger les migrants de Calais. Et ce n'est pas la totalité des centres, mais ce sont sur cela que va se concentrer l'opération. Ils sont un peu partout en France, sauf en Île-de-France et en Corse. On sait pourquoi. Et en Outre-mer. Et en Outre-mer aussi. Est-ce que c'est un nombre suffisant? Jean-Sébastien Ferjou, le ministre de l'Intérieur, disait le mois dernier qu'il manquait 3000 places pour pouvoir accueillir tous les migrants de Calais. Je ne sais pas si c'est un nombre suffisant ou pas, mais effectivement, je rejoins ce qui était dit avant. C'est surtout que c'est des localisations qui ne correspondent pas aux souhaits des gens qu'on y réinstalle. Donc, à la limite, qu'il y en ait 287 ou 412 ou 40, ça n'est pas vraiment le sujet. La question est vraiment... C'est quoi le sujet ? Le sujet, il est beaucoup plus politique. Il n'y a pas de baguette magique. Je pense que c'est un registre dans lequel il faut se garder de toute indignation, à la fois l'indignation politique ou l'indignation morale, parce que ça ne permet pas de comprendre la situation. Ce sont des problèmes dont les racines sont extrêmement profondes, tout le monde le sait. Madame y faisait référence. On a eu beau fermer Sangatte à l'époque, puis la première jungle qui avait suivi, Sangatte étant un centre d'accueil officiel. Donc on avait dit à l'époque du gouvernement Sarkozy qu'il ne fallait pas de centre d'accueil officiel parce que ça créait un appel d'air. Ensuite, il y avait eu une première jungle. Voilà, mais les faits, quand on les déplace ailleurs, ça a déjà été fait. Il y a déjà eu des migrants de Calais qui ont été pour partie déplacés. En général, quelques jours après, ils reviennent. Et on voit bien que le gouvernement n'a plus les moyens, pour répondre aussi à la question précédente, de mobiliser très longtemps les forces de l'ordre là-dessus. Mais quand on entend, selon l'auberge des migrants, un chiffre annoncé, 2000 personnes qui ne veulent pas quitter Calais. Ça veut dire quoi, 2000 personnes ne veulent pas quitter, alors qu'on entend dire qu'il va y avoir des pelleteuses et que tout va être rasé? Ça veut dire quoi? Les chiffres ont oscillé de toute façon, d'ailleurs, entre les chiffres annoncés par le gouvernement et par les associations locales, justement, dont l'auberge des migrants, qui fait un comptage très précis depuis des mois. Donc on en serait aujourd'hui, en effet, c'est ce que dit aujourd'hui l'auberge des migrants, à 2000 personnes qui ne veulent pas quitter. Elles ne veulent pas quitter parce qu'elles continuent à avoir l'espoir de traverser. Et c'est vrai que ces dernières semaines, les passages ont été un peu plus faciles. Donc certaines personnes sont passées et il y aura encore des gens qui passeront, des gens qui continueront à passer. Si on ne laisse pas aller ces personnes en Grande-Bretagne, alors même que on sait que c'est là qu'elles seront le mieux accueillies, eh bien où est-ce qu'elles vont aller? Elles vont se disperser sur un territoire. Mais Shoshana Fine, on peut les obliger, les Britanniques? On peut les obliger, c'est difficile de les obliger justement, et malheureusement ce qu'on voit à Calais et que les Britanniques disent, on veut accueillir des mineurs, on veut seulement accueillir des mineurs et seulement un pourcentage, et encore c'est pas évident. Et moi je trouve que c'est très dangereux comme discours parce que finalement... Lequel? Celui des Britanniques? Oui, ce discours humanitaire en fait. Je pense qu'il faut se méfier de discours humanitaire parce que là finalement on retrouve le Royaume-Uni qui veut être une terre d'asile mais seulement pour les enfants, seulement pour les mineurs. Et c'est de bons et de mauvais réfugiés. C'est ça, c'est absolument pas en accord avec le droit d'asile national, européen et international. C'est vraiment si on dépend seulement sur ce discours humanitaire, c'est comme le Royaume-Uni, par la générosité, par leur compassion, va accueillir ses enfants et pas par le droit, c'est pas de leur responsabilité. Et est-ce qu'on connaît le nombre de migrants qui arrivent à passer en Angleterre, à côté des enfants qui, eux, sont accueillis officiellement, entre guillemets, au nom de... C'est très peu, il y a très peu de voies légales pour faire une demande d'asile en Royaume-Uni. C'est pour ça que je trouve que c'est très problématique. Mais clandestinement, ils continuent à passer parce que s'ils n'avaient pas l'espoir de passer, ils ne reviendraient pas à Calais. Ils continuent de passer et justement, comme on voit partout, c'est pas seulement au Royaume-Uni, on renforce les frontières, mais les gens continuent. Ils ont des aspirations, ils ont des envies de venir. Ce qui change, c'est que c'est plus dangereux. C'est de plus en plus dangereux et onéreux. Plus cher. Donc on va voir de plus en plus. Parce qu'il y a des filières, exactement. D'ailleurs, depuis un mois, on voit de plus en plus d'accidents graves et des morts. Il y en a eu encore dans un tunnel. Voilà. Oui, Jean-Sébastien Ferjou.
Non, mais effectivement, la réalité, c'est qu'il y a des filières organisées. Les gens payent pour passer. Alors, il y a ceux qui arrivent tout seuls et ça génère plutôt des accidents dont vous parliez. Ça peut très bien être avec une passer aussi. Oui, les accidents peuvent. Effectivement, mais je ne recommandais pas la solution. La solution des passeurs loin de là. Mais sur l'hypocrisie du Royaume-Uni dont vous parliez, il y en a une autre. C'est pas tellement uniquement qu'ils considéraient qu'il y aurait des bons ou des mauvais réfugiés, parce que de ce point de vue-là, ils regardent le droit. C'est qu'une fois que les gens passent, effectivement, ils peuvent s'installer en Angleterre. Et effectivement, c'est un marché du travail qui les accueille. Donc, il est difficile de leur dire, une fois que vous avez joué à la roulette russe, que vous avez mis votre vie en jeu, si vous avez gagné, tant mieux pour vous, vous réussirez à construire une vie chez nous. Et puis, si vous n'y arrivez pas, tant pis, vous serez mort dans la Manche ou sous un tunnel ou sous un camion. C'est ça qui est terrible. C'est d'alimenter un espoir alors que, sans aller au bout de la logique. Alors, il y a un drôle de climat en Angleterre qui est entretenu notamment par un torchon, on peut le dire, un torchon sexiste, raciste, populiste, le tabloïd britannique The Sun, qui s'est récemment, une nouvelle fois, avili à propos des migrants mineurs dont vous parliez, Shoshana Fine. Thibault Nolte s'en est ému et le caviarde, le Sun. Regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que le tabloïd britannique The Sun fait campagne contre les migrants, sa présidente a une longue expérience des méthodes de caniveau. Alors, faut-il jeter Rebekah Brooks? Rebekah Brooks est PDG de News UK, la société de Rupert Murdoch, qui publie The Sun, un quotidien vendu à 2 millions d'exemplaires chaque jour. Affreux, sale et très méchant, l'obscène torchon fait régulièrement croisade contre les migrants de Calais et leur soutien. En 2015, une chroniqueuse proposait de couler les embarcations de fortune des réfugiés avec des navires de guerre. J'ai oublié une petite chose importante. Je ferai aussi payer l'essence à leur famille, bloody hell. En une vendredi, le canard de Rebecca exigeait la peau du présentateur du téléfoot anglais pour avoir défendu l'accueil de quelques mineurs isolés de Calais. Avant de diriger un groupe de presse, Becca a été journaliste d'une dimension à part. Elle a pipoté son CV, truffé un hôtel de micros, espionné des messageries, payé la police pour des infos ou publié l'adresse de criminels sexuels, déclenchant une vague d'expéditions punitives. Mais pourquoi est-ce que vous avez attaqué un pédiatre? Pas que pédophile, pédiatre... Il est con, lui. Son firmament déontologique a été le scandale des textos piratés de la famille royale qui a tué le tabloïd News of the World qu'elle dirigeait à l'époque. L'ami de Blair, Brown et Cameron tangue souvent, mais ne coule jamais. Le cuirassé Brooks pourra chasser les zodiaques de migrants encore longtemps. Merci Thibault Nolte. Guillaume. Jean-Sébastien Ferjou, pour l'instant, le gouvernement choisit la méthode douce, on va dire, par rapport aux migrants. Est-ce que la situation peut se raidir? Est-ce qu'il peut y avoir des mises en centre de détention pour ceux qui refusent de quitter la jungle de Calais? Est-ce qu'il peut y avoir des reconduites à la frontière pour ceux qui n'ont pas de droit, qui n'obtiennent pas le droit d'asile? Est-ce qu'il pourrait y en avoir? Oui, la logique. Il y a 3 situations différentes parmi les gens qui se trouvent à Calais. Il y a des gens qui peuvent légitimement demander l'asile parce que ce sont des réfugiés en provenance de pays où une situation de guerre fait que leur vie... Tout le monde peut faire une demande d'asile. Tout le monde peut faire, effectivement. Il y a des gens dont on sait qu'ils sont là pour des raisons économiques. D'ailleurs, l'origine des migrants à Calais est très intéressante. On parle beaucoup de Syriens ou d'Irakiens. Même quand on écoute Manuel Valls sous le gouvernement nous en parler, on a l'impression que ce sont des gens qui sont là à cause de la crise syrienne. Ça n'est absolument pas le cas. La première des nationalités qui arrive en France, ce sont les Afghans, et avec seulement 8%. Derrière, ce sont des Haïtiens qui arrivent plutôt aux Antilles. En France, on accueille aussi beaucoup de gens qui sont des migrants économiques. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il y a moins de dignité dans un cas que dans l'autre. Simplement, dans la mesure où on ne peut pas tous les accueillir. Et après, la logique, puisqu'il y a 3 situations, c'est aussi qu'il y a ceux qui pourraient être réexpédiés dans un autre pays européen. C'est le règlement de Dublin. C'est le premier pays où ils sont arrivés dans l'Union européenne, on les renvoie là. Et après, oui, alors la Grèce ou l'Italie, c'est ça? Renvoyés chez eux, mais manifestement, le courage politique n'est pas là pour le faire. Et cela dit, les juges... Alors justement, il y a une partie de ces migrants qui n'ont pas vocation à rester en France? Alors, pour les migrants économiques, comme les qualifie votre voisin? Et pour la liberté de circulation, et nous, on pense qu'il n'y a pas de gens qui ont plus vocation que d'autres à rester en France. Parce qu'ils
plus sérieuse. Monsieur Cazeneuve a annoncé au moment du démantèlement de la partie sud de la jungle de Calais, il l'a dit oralement, il a refusé que ce soit écrit, que les personnes qui accepteraient d'aller dans les CAO ne seraient pas dublinées, comme on dit, c'est-à-dire ne seraient pas renvoyées de ce règlement Dublin qui permet de renvoyer. Non, il n'y a pas de texte, et c'est vrai que ce serait curieux, puisque quand même, le règlement Dublin, la France l'a adopté, signé, etc. Donc, a priori, elle doit s'y soumettre. C'est-à-dire, elle peut s'y soumettre. Elle peut décider de renvoyer les personnes vers le premier pays d'accueil, le premier pays sur lequel ils ont posé les pieds. Ça veut dire, pour être clair, qu'ils pourraient rester en France, même s'ils ne sont pas éligibles au droit d'asile, le processus est celui-là, c'est que vous faites une demande d'asile, on découvre que vous avez transité par un autre pays de l'espace européen avant d'arriver en France, et on peut donc vous renvoyer dans ce pays, on demande le transfert dans ce pays. Sauf que le problème, c'est que les pays par lesquels sont passées ces personnes, ont transité ces personnes, c'est bien souvent l'Italie et la Grèce. Et je rappelle quand même que la France s'est également engagée à un certain moment d'accepter une proposition de la Commission européenne qui était de relocaliser des migrants qui étaient en Grèce ou en Italie, la Grèce et l'Italie étant plus touchées que d'autres par les arrivées de réfugiés en ce moment. Et la France s'est engagée à prendre 30 000 personnes sur 2 ans. On a écoulé la première année et on est très très loin du compte puisqu'on a à peine quelques milliers de personnes qui ont été relocalisées. Donc quel sens il y aurait aujourd'hui à n'avoir pas accueilli les personnes qu'on s'était engagé à accueillir et à renvoyer vers l'Italie et la Grèce qui déjà sont surchargées des personnes qui ont transité pendant X mois ou années à Calais. C'est absolument absurde. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne le fait pas. C'est pas sûr qu'on ne le fera pas. C'est pas sûr qu'on ne le fera pas. qu'on ne le fera pas, effectivement, mais comme la solidarité européenne a totalement explosé sur la crise des migrants, on le voit bien, ces règlements-là, on les a signés, mais on ne les applique jamais. Le volet politique de l'affaire. Bien sûr. Guillaume. Le démantèlement de Calais sera-t-il définitif ? On en doutait déjà sur ce plateau au début de l'émission. Apparemment, c'est aussi un argument politique, notamment de Florian Philippot, le vice-président du Front National, qui dit « Fermer Calais, on a déjà essayé, ça ne marchera pas, regardez ». Je pense que cette politique, elle n'a ni queue ni tête. D'abord parce que c'est sans fin. Cette jungle de Calais, c'est un tonneau des Danaïdes. Ça va se re-remplir ou ce sera juste à côté. On a connu Sangatte il y a 15 ans. Bon, c'est le même phénomène qui se reproduit, toujours en plus. Shoshana Fine, est-ce que vous pensez que dans 6 mois, on va refaire cette émission en disant les migrants sont revenus et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Absolument. Moi, je pense que c'est assez ironique parce qu'à la fois, on a une envie de la politique de Hollande de faire une politique d'invisibilité. On veut rendre les migrants invisibles. Mais on sait en les dispersant ? En les dispersant, mais c'est très bien qu'ils vont venir. Donc, c'est à la fois une politique d'invisibilité et aussi un spectacle de la frontière. C'est aussi un message à la population, aux électeurs, de dire, nous, l'État, on a le contrôle. Si on veut les disperser, on peut le faire. Avant les élections. Voilà. Sachant que là-dessus, l'attitude des Français est très circonspecte, puisqu'il y a plus ou moins 2 tiers des Français qui considèrent qu'ils n'attendent aucune efficacité de ce démantèlement-là. Et au-delà de ça, la plupart des Français... Aucune efficacité quant à Calais, vous voulez dire ? Je ne sais pas d'où vient ce chiffre, 2 d'un tiers. Sondage qui est 66%, il me semble que ça fait 2 tiers. Voilà, c'est un je ne sais pas quelle est la question qui était ça peut renforcer. Croyez-vous à l'efficacité du démantèlement de la jungle de Calais juste... Moi aussi, je suis du même avis que Florian Philippot, en l'occurrence. Je ne crois pas en l'efficacité. Mais après, dans le fait, est-ce qu'ils vont revenir ou non ? Mais sur l'invisibilité, je crois aussi qu'il y a une majorité de Français, c'est ce que montrent les enquêtes d'opinion, qui ne sont pas du tout favorables à accueillir des migrants ailleurs, sur le reste du territoire. Donc après, on peut s'en désoler ou pas, mais enfin c'est une réalité. Il se trouve quand même qu'on vit dans une démocratie. En tout cas, ce qu'on peut penser dans les mois qui vont suivre, c'est que très vraisemblablement, les gens en effet vont, pour une partie d'entre eux, rester dans les CAO où ils auront été accompagnés. Pendant combien de temps ? Alors justement, ça c'est plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. A priori, il était prévu que ces CAO devaient avoir une durée très brève. Mais ça dépend de quoi ? Du bon vouloir des mairies, de quoi ? Des lieux de répit, c'était des lieux où les personnes étaient censées réfléchir à leur parcours migratoire, comme on dit joliment, et si elles se décidaient à demander l'asile, elles devaient être orientées vers le dispositif normal d'accueil des demandeurs d'asile. Sauf que ce dispositif est saturé, qu'on ne fait pas d'efforts suffisants pour qu'il soit d'une taille correspondant aux besoins, et donc les personnes vont rester... on est dans un phénomène de goulet d'étranglement. Et pour parachever la complexité de tout cela, il y a un rapport du HCR qui explique, Nadia, que les migrations vont s'accélérer et se renforcer, s'accroître. Oui, qui dresse un état des lieux des déplacements de population, et c'est un rapport dont on peut conserver un chiffre, 24 chaque minute, c'est le nombre de personnes
personnes qui ont dû fuir leur pays en 2015 pour échapper aux guerres ou aux persécutions. C'est 4 fois plus qu'il y a 10 ans et ça représente 3 millions de déracinés, dont une moitié de Syriens. Il n'y a pas que la guerre en Syrie qui a provoqué l'afflux de réfugiés en 2015, il y a d'autres conflits qui ont mis des milliers de personnes sur les routes. La situation politique au Burundi, Boko Haram au Nigeria, le chaos en Centrafrique ou encore la guerre civile au Soudan. Et à cela, il faudra peut-être ajouter le million de civils irakiens qui vont fuir Mossoul. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder où sont majoritairement répartis ces réfugiés de 2015 dans les pays voisins, ça on le sait, on l'a déjà dit dans cette émission, mais surtout dans des pays pauvres. Et on le voit très très bien sur cette carte, 10 pays qui représentent moins de 2,5% du PIB mondial accueillent plus de la moitié des réfugiés de la planète. C'est donc le Tchad, le Pakistan, la Turquie ou le Liban qui sont submergés par les réfugiés. Pas l'Europe et encore moins la France qui, rappelons-le, a accueilli 60 fois moins de Syriens que la Jordanie. Est-ce qu'il n'est pas temps que les pays riches, dont la France, fassent leur part dans tout ça ? Est-ce qu'on n'a pas les moyens de les accueillir, ces 30 000 réfugiés ? Il est surtout temps qu'on fasse ce à quoi on s'est engagé, c'est-à-dire de financer les camps en Jordanie, notamment dans la crise syrienne, en Turquie, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été promis par la communauté internationale. A-t-on les moyens de les accueillir chez nous ? Non, je pense que nous n'avons pas... Est-ce que le camp est la seule solution de l'accueil des personnes, tout de même ? Est-ce que le camp, c'est vraiment le seul lieu où on peut imaginer qu'un réfugié Madame, je ne crois pas non plus que faire miroiter... Vous êtes allé à Ellis Island, le musée à New York, vous savez, au pied de la Statue de la Liberté, vous voyez les rêves qu'avaient les gens. Il y avait des gens qui arrivaient justement en pensant qu'en Amérique, les rues étaient pavées d'or. Ils se sont rendus compte que non seulement elles n'étaient pas pavées, mais que ça serait à eux de les paver. Sauf que c'était les États-Unis qui avaient de la croissance économique, qui avaient un grand espace. Il n'y a plus de croissance économique, en tout cas en France. Est-ce que vous croyez... Pardon, madame, je voudrais juste aller au bout. Nous n'arrivons pas, nous n'arrivons pas à intégrer les populations qui sont déjà pressantes. Je ne crois pas que ce soit respecter les gens que de les mettre dans une situation où ils vont vivre précisément dans des conditions indignes, parce qu'on sait que c'est le cas. Alors si ça vous amuse de considérer qu'il y a dans les restaurants où vous allez des espèces d'esclaves qui ne vont pas aller se plaindre parce qu'eux, ils ne demanderont jamais à respecter les 35 heures et donc vous savez parfaitement qu'ils sont moins bien payés, si ça vous amuse d'alimenter ce régime-là, si ça vous amuse que sur les chantiers en France, il y ait des clandestins qui n'aient pas le régime de protection sociale, oui mais c'est ça qui se passe. Violaine Carrère. Le statut de réfugié à quelqu'un. Vous lui permettez d'avoir une parlons petite pas là aide. des réfugiés, Je termine des migrants à mon tour de terminer. Vous lui permettez d'avoir quelques cours de français et dans 2 ans, vous n'entendez plus parler de lui parce que beaucoup de ces personnes sont des personnes, comme ça a été beaucoup répété ces mois derniers, qui sont allées à l'école, qui sont parfois instruites, qui sont souvent diplômées et qui ont des savoir-faire ou qui, si elles n'ont pas tout ça, sont vraiment des gens qui ont traversé de telles épreuves qu'elles n'ont qu'une envie, c'est aujourd'hui réussir et vous n'entendez plus parler d'eux. Et ils seront intégrés. Les problèmes d'intégration que nous avons en France, ça touche des populations qui sont délaissées, qui sont dans des ghettos, qui sont dans les faubourgs des villes ou dans les banlieues et qu'on maltraite et qu'on néglige depuis des années. Ce ne sont pas les gens qui viennent d'arriver, ce sont les gens qui sont là depuis des années, voire les enfants de ces Guillaume en tête. Guillaume, une dernière question. Ce scénario optimiste, on va dire, qui va nous être décrit, apparemment, il n'est pas reçu comme tel partout en Europe, parce que du Brexit à la Hongrie, on voit au contraire que la pression migratoire, elle organise une espèce de projet de plus en plus fort. Oui, justement, ce qu'on voit en France, comme je vous ai dit, avec le Royaume-Uni, je ne pense pas qu'il faut prendre le cas du Royaume-Uni à part. Alors revenons à la France. Revenons à la France, mais c'est un phénomène européen en fait. Et oui, on voit un rejet de la population, mais c'est en dynamique avec les politiques. En Allemagne aussi. La perception, c'est très important. Et c'est pour ça que j'ai dit les dernières fois que les médias jouent un rôle important, les hommes politiques jouent un rôle très important. Il faut avoir un autre regard sur l'immigration. Mais les médias, et après, les populations vont suivre. Moi, je veux bien que les médias aient un autre regard, mais vous savez que c'est exactement la même chose en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les migrants en provenance de Zambie, en provenance du Congo, de la République démocratique du Congo, en provenance du Burundi, dont on parlait tout à l'heure, sont très mal accueillis. Il y a énormément de tensions. C'est la même chose au Chili. C'est la même chose au Chili avec les réfugiés boliviens. Il n'y a pas que l'Europe qu'il faut culpabiliser. Ça n'est pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça ne relève pas du registre de l'indignation et la culpabilisation. Toutes les personnes qui sont hostiles, beaucoup plus que les personnes qui trouvent que, en effet, des pays comme la France devraient pouvoir et pourraient accueillir davantage. Merci. Respectez-vous les résultats des élections. Il y a des élections, les Français ne pensent pas. À tous les trois, l'émission continue dans un instant avec Xavier Mauduit qui digressera de Wallon en Vallon canadien pour nous raconter une histoire de commerce de fourrure. Linda Lorin, elle, saluera la réhabilitation à titre posthume de tous les homosexuels britanniques condamnés par des lois iniques. Mais d'abord, désintox, la brigade de vérification des faits. Ce soir, Jean-François Copé, candidat à la primaire de la droite sur la fonction publique et le jour de carence. Pour la primaire des Républicains, Jean-François Copé a choisi d'être le candidat de la droite décomplexé. Dans une interview aux Parisiens, il s'indigne des privilèges de la fonction publique et de l'absence de jours de carence pour les fonctionnaires lors des arrêts maladie.
Pour la prise en charge des arrêts de travail des fonctionnaires, je prévois 3 jours de carence, comme dans le privé. Selon le code de la Sécu, les salariés du privé ne bénéficient pas d'indemnité pendant les 3 premiers jours de leur arrêt maladie, alors que les fonctionnaires, eux, n'ont pas de jour de carence. Injustice pour Copé qui, au nom de l'équité, exige 3 jours aussi pour le public. Or, cela créerait en réalité plus d'inégalités que ça n'en résoudrait. Car une grande partie des entreprises du privé prennent en charge les jours de carence de leurs salariés. Les études montrent ainsi que dans plus de 2/3 des cas, les salariés bénéficient grâce aux conventions collectives d'une prise en charge du délai de carence par leur prévoyance entreprise. C'est le cas dans une PME sur 2 et dans 77% des très grandes entreprises. Imposer 3 jours de carence dans le public reviendrait donc à traiter les fonctionnaires comme la minorité de salariés du privé les moins bien lotis et moins bien que la majorité des salariés du privé. Curieuse conception de l'égalité. D'ailleurs, la droite le sait bien. En 2011, le gouvernement de François Fillon avait justement refusé d'homogénéiser les régimes parce que l'inégalité apparente entre public et privé était compensée par la prise en charge de ces 3 jours par les employeurs. Mais peut-être Jean-François Copé était-il malade lors de ces débats parlementaires? Oh, hypothèse espiègle, désintox. Merci, désintox. Oh, dites donc, Xavier Françoise, bonjour, dites donc, il s'est embelli François, Linda Laurin. Il a fait une petite épilation. Il est glabre et il est capillairement... Il est à Biarritz, il faut le dire quand même, oui, notre pour François un super Saltiel. festival, le Chiki. Chiki. Festival du film pour enfants pendant une semaine à Biarritz. Mesdames, messieurs, envoyez toute votre progéniture pendant les vacances. Voilà, il y aura des milliers d'enfants et François Saltiel au milieu qui va les animer avec des films merveilleux de Miyazaki et autres. Et on a le bonheur de vous retrouver, mais c'est pas avec vous qu'on commence, chère Linda. C'est avec Xavier. Alors, Xavier, 3 millions de Wallons, dites donc, qui peuvent bloquer le CETA, le traité entre l'Union européenne et le Canada. Et vous, ça vous a rappelé une rivalité commerciale? Oui, entre le Canada siècle. Et nous? Exactement, c'est à Londres que nous allons le 2 mai 1670, quand le roi Charles II autorise la fondation de la Compagnie des Aventuriers d'Angleterre. Elle est destinée à la traite des fourrures au Canada. Le Canada, vaste territoire encore en partie inexploité, où Français et Anglais rivalisent au sujet du commerce très lucratif des peaux de castor. Et parmi les dépouilleurs les plus efficaces, il y a un Français, il s'appelle Médard Chouard des Groseilliers. Alors, attention. Ça, il l'a inventé il y a 5 ans. ans. Non, pas du tout, ne vous y trompez pas, hein, parce que c'est vrai que son nom clinquant comme ça fait un peu aristocrate, mais pas du tout, c'est une illusion. Il est le fils de Monsieur Chouard, qui habite la ferme des Groseilliers. Chouard des Groseilliers. C'est topographique, c'est pas aristocratique. C'est exactement ça. Ce coureur des bois, hein, donc moitié explorateur, moitié commerçant, aimerait bien fonder une compagnie pour faire la peau aux rongeurs. Alors, le gouverneur de la Nouvelle-France canadienne, c'est-à-dire le Québec actuel globalement, il s'appelle Voyer d'Argenson, il trouve ça aucun intérêt. Non, pas du tout. Mais peu importe, des Groseilliers se lancent dans l'expédition qui s'avère être un véritable succès. Alors, du point de vue commercial, hein, parce que les castors ont un autre point de vue sur le résultat de l'expédition. Mais quand il est de retour dans la vallée du Saint-Laurent, des Groseilliers, qui est vraiment très fier de sa totale réussite, se dit « je vais pouvoir imposer mon idée », eh bien, pas du tout. Au contraire, ses fourrures lui sont confisquées et pang, il est mis en prison. Motif, il n'avait pas l'autorisation pour cette expédition. Il est fou de rage. Fou de rage. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les Anglais qui, eux, le soutiennent. C'est ainsi qu'est créée la Compagnie des Aventuriers d'Angleterre, la Compagnie de la baie d'Hudson, la grande rivale de la France au Canada. Alors, juste... Quelle histoire, Xavier! Non, mais vous l'avez bien compris, dans cette histoire, c'est un prétexte. Les vraies victimes, ce sont les petits castors, des bûcherons si mignons. Les bûcherons s'attaquent joyeusement aux jeunes arbustes qui sont abattus à un tel rythme qu'on ne s'étonne plus que les castors soient considérés comme de véritables fléaux. Un peu plus loin, un autre est très occupé à sa toilette. C'est vraiment l'instant du repos. Tous les castors, pendant quelque temps, se délassent, oublient leur vie de labeur. Merci Junior. Alors Linda, oui. Une histoire de grâce, c'est vous. Non, une histoire de grâce qui agite et bouleverse la communauté homosexuelle en Angleterre depuis quelques jours. En effet, le ministère de la Justice anglais a annoncé jeudi dernier que des milliers d'hommes qui avaient été condamnés pour leurs relations homosexuelles vont être pardonnés. Ils vont être graciés de manière automatique, de façon posthume. Ça concerne quand même 50 000 personnes et les 15 000 qui sont toujours vivants vont pouvoir faire des démarches qui seront facilitées pour enlever leur condamnation pour homosexualité de leur casier judiciaire. On
avance, mais très très lentement. Il faut savoir qu'en Angleterre et au Pays de Galles, les relations homosexuelles étaient considérées comme un crime jusqu'en 1967. Ça a même duré jusqu'en 1980 en Écosse et jusqu'en 82 en Irlande du Nord, avec pour conséquence des destins tragiques, hein, comme par exemple celui qui donne son nom à cette nouvelle loi. Vous avez sans doute vu le biopic qui est sorti sur lui au cinéma il y a 2 ans. Si vous n'avez pas vu Imitation Game, eh bien Alan Turing, évidemment, c'est un pionnier génial de l'informatique. C'est lui qui a réussi à décrypter les messages codés de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Mais malgré ce génie, eh bien, il a été humilié durant sa vie pour son homosexualité. Il s'est même suicidé 2 ans après avoir été condamné pour, je cite, grossière indécence. Alors, l'Angleterre a essayé de se rattraper comme elle a pu. En 2013, la reine l'a officiellement gracié. Sa petite nièce, en revanche, a voulu étendre le pardon à tous les hommes qui avaient été condamnés pour les mêmes faits. Elle a lancé une pétition qui a été très suivie, à tel point qu'elle aboutit aujourd'hui, enfin, à un texte de loi qui devrait être appliqué dans les prochains mois en Angleterre et au Pays de Galles. Mais tout n'est pas rose, hein. Au pays arc-en-ciel, il y a encore beaucoup de restrictions. Sont toujours exclues, par exemple, de ce pardon, les relations sexuelles dans les toilettes publiques, figurez-vous. Ah bah dites donc. Et puis surtout, cette loi donne un goût amer au sein de la communauté LGBT en Angleterre, puisqu'elle déclare que si l'on consent au pardon, ça veut dire quand même qu'on considère qu'il y a une faute à faire pardonner. C'est donc peut-être plus une loi d'excuses qu'il aurait fallu énoncer. Encore du boulot. Merci mes amis, merci de votre fidélité à 28 minutes à suivre sur Arte. Soirée cinéma spéciale John le Carré. Avec la taupe et ensuite l'espion qui venait du froid, des agents doubles et triples et troubles aux prises avec le théâtre du réel, Gary Oldman, John Hurt, Colin Firth et Richard Burton. À demain avec le docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes au Congo. Tchuss.